T'es là, Juju? Oui. Ah, bonjour, mon Julien. Vois. Ah, tu me vois? Bonjour, mon Julien. Vas-y, essaye de refaire une phrase, Julien. Je peux. Ouais. Tout. Fait. Alors, oui. C'est toi, Julien, qui fait tous ces mots-là? Oui. Super, merci, mon gamin. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez peut-être fait appel à un médium pour communiquer avec un défunt, avoir de ses nouvelles et éventuellement glaner des informations sur votre vie. Mais vous est-il arrivé d'être contacté directement, subitement, par un de vos proches décédés? Faites-vous partie d'un quart des Français ayant perdu un être cher qui disent avoir reçu un ou plusieurs signes de survivance? Dans cette série de podcasts « Quand l'au-delà nous téléphone », nous écouterons quelques enregistrements visiblement transmis par des trépassés. Nous évoquerons également des témoignages de personnes qui ont entendu leurs envolées par téléphone ou via leur répondeur. Nous parlerons aussi des expériences faites volontairement pour favoriser des contacts. La transcommunication instrumentale, dite aussi TCI. Pour ce faire, nous avons contacté 3 experts. Ils sont passionnants et touchants de par leurs expériences personnelles. Laurent Kasprovix, chercheur et docteur en sociologie, qui a fait une enquête prodigieuse sur les coups de fil de l'au-delà et qui nous questionne sur la réalité de notre monde. Jean-Marc Bernade, auteur et expérimentateur. Et Catherine Kosmala, autrice, conférencière et ambassadrice de l'Institut français de recherche et d'expérimentation Spirit. Elle communique avec son défunt fils Julien grâce aux équipements de l'IFRES. Je suis Thierry Penin pour vous accompagner tout au long de ce programme inexploré, préparé avec le rédacteur en chef Sébastien Lilly. Avec toute l'équipe, nous avons à cœur de vous proposer des voyages entre science et spiritualité grâce à des témoignages incroyables et les partages de nos spécialistes passionnés. Merci de naviguer avec nous du visible à l'invisible sur le site et l'appli Inexploré. Laurent Kasprovix est docteur en sociologie, enseignant et chercheur. Il a fait une enquête prodigieuse sur les coups de fil de l'au-delà et propose une 60aine de témoignages juste incroyables disponibles dans son livre « Des coups de fil de l'au-delà » aux éditions Très Daniel. Bonjour Laurent. Bonjour Thierry. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci pour cette enquête extraordinaire. Le mot veut tout dire, extraordinaire, méticuleuse, rigoureuse. C'est un travail d'orfèvre que vous avez fait. Votre livre est préfacé par nos amis Romuald Leterrier et Jocelyn Morisson. On les salue tous les deux. À l'intérieur, des messages rassurants ou prédictifs, des messages en direct par téléphone, des messages sur répondeur, des messages transmis par un intermédiaire, des messages reçus plusieurs années après une disparition, des messages envoyés à plusieurs personnes, des messages alors que du matériel n'est même pas censé fonctionner, des sonneries intempestives, 60 témoignages plus incroyables les uns que les autres. On commence par lequel? Est-ce qu'on peut faire une classification? Vous avez pensé à faire une classification du type de message de l'au-delà? Enfin, si c'est l'au-delà, hein. Alors, oui, bien sûr, des auteurs, bien avant moi, ont tenté de faire une classification. Par exemple, Scott Rogo, en 1979, aux États-Unis, dans son livre Phone Call from the Dead, avait proposé au moins une classification en 2 temps. Il y aurait des cas où on peut supposer que ce sont en fait les défunts qui appellent donc des vivants via les téléphones. Il y aurait également d'autres cas, alors j'avoue que moi je n'en ai pas rencontré dans ma propre enquête, mais il y aurait d'autres cas où ce sont des vivants qui appellent d'autres personnes qu'ils pensent être vivantes et qui au final s'avèrent être décédées en vérité. Donc ça veut dire que cette communication via les téléphones n'aurait jamais dû se produire. Donc on peut faire déjà cette distinction entre ces 2 cas de figure. Premier cas, des défunts appellent des vivants, donc c'est-à-dire les vivants savent que ces personnes-là sont décédées, et dans d'autres cas, on a des personnes qui appelleraient, sans le savoir, des défunts, puisqu'ils les appellent comme ils le font habituellement via les téléphones.
Et ça répond quand même. Et ça répond, il y a une conversation qui se tient parfois, très très bizarre, qui va couper court quand même, mais cette communication n'aurait jamais dû se produire puisque la personne au bout du fil est déjà décédée. Alors, ce serait le défunt qui répond à l'appel quand même ? Alors ça, là on est déjà dans l'explication, dans la tentative d'explication. Le problème c'est qu'en fait, il y a plein d'hypothèses qui se valent quand on veut expliquer ces cas-là. En vérité, moi je suis un chercheur, donc j'explore toutes ces hypothèses, même si j'avoue que celle des défunts nous contactant via les téléphones est très très solide dans de nombreux cas. Il y a de rares cas, vous avez mentionné le fait que ça coupe court. C'est vrai qu'en général, on en a quelques extraits, des messages qui sont très courts, et il y a un ou plusieurs, mais très peu de cas où il y a une conversation qui se tient, où les messages sont plus longs, où ça prend le temps. Il y a même une personne qui, le vivant, raccroche de lui-même, ce qui en général, c'est plutôt l'inverse. Oui, alors on a des cas quand même qui durent quelques minutes. Moi-même, j'ai vécu ce phénomène-là. C'était en 2004. En 2004. Donc c'est ce qui a motivé ma recherche. Et j'ai même pu, comme le phénomène avait été progressif, qu'il s'était répété, et que j'avais un magnétophone à l'époque, petite coïncidence qui m'a bien aidé, j'ai pu l'enregistrer. Donc je sais que je n'ai pas rêvé. Il y avait même des témoins. Ma famille était présente, était témoin. Et le phénomène a duré et s'est même répété. 2 fois 4 minutes de conversation se sont tenues à ce moment-là. Et c'est vrai que même si dans 80% des cas, la conversation coupe court au bout de 30-40 secondes, voire 1 minute ou 2. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà incroyable et inexplicable. Eh bien, la règle absolue, c'est quand même celle-là. Il y a quand même des cas, effectivement, qui durent, qui se répètent. On a même un cas qui a été étudié par un universitaire anglais qui bosse sur cette question-là, qui s'est répété pendant 4 ans. C'est le cas d'une dame qui a perdu son compagnon et qui pendant 4 ans donc régulièrement, pratiquement toutes les semaines ou tous les mois, recevait un appel de son compagnon défunt et ça a duré plusieurs minutes. D'ailleurs, cette personne avait un fils qui a rapporté ce cas-là au chercheur anglais et cette personne est devenue un docteur. Donc un docteur en médecine, et elle assure que le phénomène était réel, et pour cause, alors qu'il était enfant, il a une fois décroché le téléphone pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté, ce qui appelait de l'autre côté. Et il a entendu comme du vent. Et il faut savoir qu'en fait, le vent qu'on entend au bout de la ligne est une caractéristique assez typique du phénomène, puisque dans de nombreux cas, effectivement, les témoins, lorsqu'ils sont en contact avec ces voix de défunts, eh bien, témoignent également d'avoir entendu soit de l'électricité statique, soit comme du vent, une sorte de souffle. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'invente pas. Et ça a été rapporté donc par ce médecin. C'est un souvenir de son enfance où sa mère discutait avec son compagnon décédé pendant 4 ans. Et pourquoi le vent ? Bonne question. Merci de m'avoir posé. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Autre caractéristique dans le genre, aussi bizarre et étrange, donc l'électricité statique, mais aussi des voix qui s'éloignent un petit peu comme ça, des voix, une voix qui va s'éloigner. Ouais, comme s'il y avait une perte d'énergie. Une perte d'énergie, une perte de force. En tout cas, c'est ce qui est signifié. Ça, c'est régulier, ça. Voilà. C'est plutôt régulier. Ouais. Ou alors, l'appelant qui va donner des caractéristiques, des détails précis. Il va vous appeler par votre prénom, il va même donner le nom de votre chien qui est à côté de vous à ce moment-là. Va signifier ou va dire qu'il est pressé. Que la communication va couper. Ça, c'est une autre caractéristique qui ne s'invente pas, j'ai envie de dire, dans la bouche des témoins, mais qui revient très très souvent, et je l'ai encore retrouvé moi dans ma propre enquête française. Vous mentionnez que dans 10% des cas, ces expériences, ces phénomènes se produisent plutôt à une date significative comme un anniversaire, par exemple. C'est vrai. C'est une des caractéristiques aussi du phénomène. Moi, je pensais que ça serait plus que ça. 10%, ça me paraissait pas beaucoup. Je me suis dit, tiens, un petit coup de fil de l'au-delà pour son anniversaire, c'est plutôt sympa. Oui. Mais alors, ça pose aussi d'autres questions complètement métaphysiques, c'est-à-dire qu'ils ont quand même, si c'est bien les défunts, ils ont quand même une connaissance très précise de notre calendrier et du moment où nous sommes dans notre vie, où nous en sommes dans notre propre vie. Et donc, parfois, ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'ils appellent à des heures précises. Par exemple, on a un cas d'un texto. Alors cette fois-ci, le phénomène s'étend également au texto. On a le cas d'un texto reçu 7 jours après un décès. Ok.
à la même heure et à la même minute, un numéro totalement inconnu, et qui est là pour rassurer et qui dit « Arrête de pleurer, tout va bien ». Signé JP, c'est-à-dire le prénom de la personne qui est décédée 7 jours précédemment. Mais c'était à la même heure, même minute, même seconde pratiquement que le décès. Voilà. D'accord, 7 jours avant. 7 jours avant. Un petit rappel, quoi. Un petit rappel, et comme pour bien signifier que c'est bien la personne qui est partie, le phénomène se produit vraiment à l'heure précise du décès, quoi. Oui, on a l'impression que parfois, c'est comme s'il y avait des preuves qui étaient envoyées pour bien spécifier que c'est pas un canular. Voilà, c'est ça. C'est une avalanche de petits détails signifiants pour montrer que voilà, il n'y a pas d'erreur. L'appel n'est pas, c'est pas une erreur. C'est pas un appel par erreur ou une voix qui ressemblerait et une sorte de coïncidence d'une personne qui appellerait. Non, ça se produit à un moment clé, à une date clé. On a même une personne. C'est un cas qui a été recueilli par un chercheur italien dans les années 80. Où cette fois-ci, c'était 25 ans après le décès de sa mère. Il reçoit un appel d'une personne dont la voix ressemble très fortement à celle de sa mère. Et lui, sur le coup, il ne réagit pas. Mais la communication a du mal à s'établir. C'est toi? Oui, c'est moi. C'est qui? Une communication qui bredouille un petit peu, puis qui va couper. Or, quand il se rend compte et qu'il regarde le calendrier, il se rend compte que c'est la date anniversaire du décès de sa mère. Et c'est à l'heure précise du décès de sa mère. Voilà. Ah oui. Voilà, 25 ans auparavant. Donc là aussi, c'est là qu'il prend conscience de l'étrangeté et de l'aspect paranormal de cet appel. Alors justement, vous mentionnez au fil de ce livre qui évolue, c'est-à-dire il y a une série de témoignages et puis vous avez vos propres réflexions, peut-être votre croyance. Et puis après, il y a une autre série de témoignages et là, votre réflexion évolue jusqu'en arriver à la fin du livre. On va en parler en fin d'interview, les raisons possibles qui ne sont pas forcément celles qui sont parfois expliquées par le paranormal, car vous dites que ces phénomènes dits paranormaux sont parfois même pas explicables par ce qu'on dit en général dans le paranormal. Oui, c'est-à-dire que alors moi, ma recherche, elle est progressive. Je teste toutes les hypothèses les unes après les autres, et chacune a un petit peu ma faveur à un moment donné de ma recherche, finalement. Mais effectivement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est-à-dire que même les hypothèses les plus paranormales qui soient, c'est-à-dire par exemple les défunts nous contacteraient, ou une autre hypothèse qui est souvent évoquée, comme dans le cas des poltergeists, ce serait de dire que c'est nous qui serions co-créateurs de ces phénomènes inconsciemment. Eh bien, aucune de ces hypothèses prises isolément ne suffit à rendre compte de la folie, de l'étendue des caractéristiques très très bizarres que peut prendre le phénomène. Je donne un exemple. Vous avez des téléphones qui parfois sont cassés ou éteints, ou sans carte SIM pour les téléphones portables, et qui vont se mettre à fonctionner lors de ces appels mystérieux. Là déjà, ça remet aussi en question la nature de notre réalité. C'est-à-dire, quelle que soit l'hypothèse que vous évoquez, vous vous rendez compte que c'est déjà notre réalité qui bug. Parce que le téléphone va être utilisé de manière symbolique, plus que de manière technologique, puisqu'il est cassé. Il n'est pas censé fonctionner. Aucun ingénieur de France Télécom ou des meilleurs ingénieurs de nos plateformes téléphoniques serait capable de le faire fonctionner. Donc là, vous avez déjà un bug dans notre réalité. Autre caractéristique très étrange, parfois le phénomène peut se déclencher avec une coïncidence qui va survenir juste un peu avant, juste un peu après la survenue du phénomène. On a parlé tout à l'heure des coïncidences avec les dates anniversaires, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, moi, lorsque ça s'est produit pour moi en 2004, tout a commencé d'abord, avant que ça se produise sur le téléphone fixe de la maison, tout a commencé avec une sorte de coïncidence. C'était suite au décès de ma chienne, donc en 2004, qui était partie à 16 ans et demi d'un cancer du poumon. Et je parlais à voix haute quelques jours après dans la voiture avec ma mère et mon frère. Et je parlais vraiment à voix haute et je disais, mais s'il y a un au-delà, s'il y a un paradis, j'espère que nos chiens y vont et qu'on les retrouvera. Et j'ai ajouté, j'aimerais bien recevoir un signe. Eh bien, croyez-moi, si vous le voulez, croyez-moi ou pas, eh bien, à ce moment précis, je reçois un texto sur mon téléphone portable qui dit « Hello, j'ai bien réussi mon intégration, tout va bien ». Signé Julie. En apparence, c'était une étudiante, puisqu'on était au mois d'octobre, qui parlait de son intégration scolaire universitaire. C'est en tout cas comme ça que je l'ai interprété au premier abord. Mais vous connaissiez une Julie universitaire? Non, mais ça aurait pu être une erreur. Voilà, c'était une erreur. Je pense que c'était une erreur. Sauf que je me dis,
quelle est la probabilité pour que je reçoive, sur le moment précis, je me dis ça, quelle est la probabilité pour que je demande un signe et que je reçoive en texto, c'est ça, en quelques lettres, en quelques mots, pardon, hello, j'ai bien réussi mon intégration. Alors que je me demandais, justement, à ce moment précis, à voix haute, si ma chienne était bien de l'autre côté. Et votre chienne s'appelait Ma chienne s'appelait Cindy. Voilà. Ma chienne ne s'appelait pas Julie. La coïncidence n'a pas été jusque-là. Ouais. Mais ce texto faisait étrangement écho à ma préoccupation du moment. C'est un bon terme, ça, un écho. Quoi. Un écho. Et j'ai... synchronicité, une finalement. Synchronicité, on peut appeler ça une synchronicité. Et sur le coup, ma mère et mon frère m'ont mis la main sur l'épaule. Et c'est vrai que... Je leur ai dit, je ne trouvais pas que c'est quand même étrange, cette coïncidence. Ils m'ont mis la main sur l'épaule, ils m'ont dit, mais non, Laurent, on ne va pas avoir des choses... Calme-toi, Laurent, calme-toi. Sauf que le lendemain, ça s'est déplacé sur le téléphone fixe. Et cette fois-ci, c'était plus de coïncidence. C'était exactement comme ce que je décris dans le livre, en apparence, en tous les cas, au minimum en apparence. Parce que moi, je suis un chercheur, c'est-à-dire que l'explication, je ne la donne pas de but en blanc, je ne l'ai pas, je la cherche, je n'ai que des hypothèses. Mais en vérité, oui, en apparence, le phénomène, ensuite, s'est déclenché sur le téléphone fixe, et c'était bien en apparence des contacts avec un défunt qui tentait de nous rassurer et nous dire que oui, effectivement, il était avec ma chienne de l'autre côté, pour dire les choses simplement. Merci pour cette synthèse synthétique. On comprend bien comme ça. Après, on peut lire tout ça en détail. Je le raconte dans mon livre. Bien sûr. Mais c'est pour vous dire que vous pouvez vivre des coïncidences très très étranges en même temps que le phénomène. Et là encore, quand vous vivez des coïncidences très très étranges en même temps que le phénomène, c'est déjà que votre propre vie et cette propre réalité est étrange. Et très étrange. Voilà. Un autre cas de coïncidence qui a été recueilli dans les années 60 par les chercheurs Scott Rogo et Raymond Bellès, dans leur livre Phone Call from the Dead, c'est un cas où vous avez une personne qui revient de l'hôpital et qui ouvre donc son courrier. Au moment où elle ouvre son courrier, elle apprend le décès d'une de ses cousines à elle, dans un courrier. Parce qu'à l'époque, c'était surtout des communications via les courriers, ou en tout cas les messages passaient aussi par courrier. Au moment où elle lit ça, le téléphone sonne et elle a au bout du fil cette personne qui est soi-disant décédée. Et pourtant, effectivement, elle était décédée. La conversation va durer quelques secondes, la personne ne va rien y comprendre, elle va être très étonnée d'entendre sa voix et le phénomène va s'arrêter. Mais là encore, c'est une coïncidence avec ce que vit la personne au moment précis dans sa vie. C'est-à-dire qu'elle découvre le décès d'une cousine. Et donc vous avez souvent des coïncidences comme ça qui peuvent se déclencher avec le phénomène, et là encore, ça remet en question complètement la nature de notre réalité, parce que c'est notre vie totale qui est intégrée à la problématique en vérité. Quelles sont vos hypothèses alors ? Il y en a quelques-unes ? Alors, on a quelques-unes, on peut tester l'hypothèse des défunts, et dans bien des cas, c'est très solide. C'est solide, hein, oui. Oui, dans bien des cas, c'est très solide. Voilà, c'est... on ne va pas dire le contraire. L'autre hypothèse, ce serait de dire que nous serions co-créateurs du phénomène ou au moins vecteurs du phénomène. Ça pourrait permettre de répondre à la question de savoir pourquoi certaines personnes vont vivre le phénomène et pas d'autres. Oui. Certaines rares personnes, très rares personnes, parce que le phénomène est rare quand même, vont vivre le phénomène et pas d'autres. Alors ça pourrait s'expliquer par le fait de dire que peut-être que certaines personnes sont, sans le savoir, médium ou canal. Elles vont faciliter la survenue du phénomène. Une autre hypothèse pourrait être de dire que finalement, c'est peut-être pas les défunts, mais peut-être pas vraiment les défunts directement, au sens où ce que nous, on pourrait entendre par les défunts, mais plutôt leur âme. Ou quelque chose de plus grand que la seule volonté, que le seul ego, que le seul moi que nous sommes ici-bas. D'accord. Quelque chose de plus vaste, parce que cette chose qui nous contacte a un accès très facile à notre réalité et à nos technologies. Je vous l'ai dit tout à l'heure, même les téléphones cassés, même les téléphones sans carte SIM peuvent se mettre à fonctionner. Même sans, oui, des fois un téléphone même débranché, oui. Les anciens téléphones débranchés, c'est arrivé aussi. Hein. On a ça aussi, des téléphones débranchés, fixes débranchés, ou qui sont même très vieux. Et dans bon nombre de cas, dans votre livre Des coups de fil de l'au-delà, les opérateurs téléphoniques ne peuvent pas retracer certains appels. Souvent, l'appel est intraçable, ou bien le numéro est inconnu. C'est très compliqué. Moi-même, dans mon expérience en 2004, lorsque j'appelais France Télécom pour savoir qui avait appelé, parce qu'on avait beaucoup d'appels en absence, personne n'avait appelé. Et pourtant, j'ai testé, moi. Je demandais à un copain de m'appeler. Je disais, appelle-moi. Je vais faire le 31-31. À l'époque, je crois que c'est ça, pour France Télécom. Et France Télécom était capable de me dire qui avait appelé, c'est-à-dire un copain. Et quand le phénomène faisait sonner le téléphone, il l'identifiait pas. Personne n'avait appelé.
Donc c'était pour vous dire, parce que le phénomène s'est déroulé sur pratiquement une semaine. Entre les appels, etc. C'est des bugs vous appelez ça des bugs dans le bug. Hein. C'est-à-dire que déjà, c'est un bug, la communication en elle-même, mais il y a un bug dans le bug. Des bugs dans le bug ou des anomalies dans l'anomalie, si vous voulez. Ouais. Ce qu'on remarque en règle générale, mais de toute façon, on le remarque dans le domaine du paranormal en règle générale aussi, c'est que ces phénomènes sont très élusifs. Ils ne se laissent pas attraper, objectiver très facilement. Voilà. On a toujours du mal, par exemple, à le provoquer. Ce phénomène-là, on ne sait pas le provoquer. On ne peut pas aller dans un laboratoire, faire des appels à nos proches défunts et à leur demander de faire sonner le téléphone. Ça ne marchera pas. C'est plutôt un phénomène totalement spontané. Les gens qui l'ont vécu ne savaient même pas que ça existait. Ça arrive quand même qu'on parle de TCI, qu'il y ait des gens qui ont eu des messages alors, plus ou moins. Oui, ça existe, mais alors ça ne sera pas de la même nature. C'est-à-dire que là, par exemple, le phénomène dont je vous parle, c'est un phénomène spontané, les coups de fil de l'au-delà. Et surtout, c'est un phénomène où les conversations sont très claires, très audibles. C'est pratiquement de la même nature de ce qu'on se dit actuellement, en termes d'intelligibilité, de limpidité des voix, etc., de reconnaissance des voix. Pour la TCI, c'est quand même plus complexe, on va dire. Il faut quand même prêter l'oreille, et c'est surtout les proches qui sont capables de reconnaître la voix, d'identifier la voix, plutôt qu'une personne extérieure. Là, pour le phénomène des coups de téléphone, c'est clair, net, limpide, et très facilement reconnaissable. C'est pas 100% des cas que c'est... Parce que parfois, on l'a dit, il y a des bruits de fond, la voix est un petit peu nasillarde, voire déformée. Robotique ou un peu déformée, mais c'est quand même très clair. Ça répond du tac au tac. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question que vous posez et puis vous attendez la réponse et vous aurez un mot de réponse. Non, là, c'est des phrases. Quand c'est une conversation. La plupart du temps, oui. Parce qu'il y a aussi les messages laissés sur répondeur. Alors, il y a des messages qui sont laissés sur le répondeur, des messages vocaux. Alors, c'est souvent des messages pour rassurer, là encore, mais c'est aussi des textos qui se déposent sur les téléphones. Une autre caractéristique intéressante du phénomène, pour vous dire, on parlait d'anomalie dans l'anomalie à l'instant, c'est que souvent, ces messages vont s'effacer. Vous avez des messages sur le répondeur, vous allez les consulter une fois, deux fois, la troisième fois il va s'effacer. Il en est de même pour les textos. Vous allez les recevoir, donc vous allez le consulter une fois, deux fois, la troisième fois il s'efface. C'est complètement dingue, et c'est là encore ce qui m'entraîne à revoir un petit peu d'abord ce qu'on croit savoir de notre réalité. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? On pourrait en dire que nous sommes peut-être, puisque ces objets-là, les téléphones, sont utilisés de manière symbolique, puisque des textos ou des messages apparaissent sur le répondeur et disparaissent, on pourrait supposer que toute notre réalité est en fait de nature psychique, c'est-à-dire un rêve, pour le dire. Dites un monde psychique, oui. Un monde psychique, un monde mental. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire de tester cette hypothèse en sautant du 4e étage. Ça risque de mal se terminer, mais en tous les cas, cette réalité-là nous montre une autre nature de la réalité, qui serait plutôt celle à côté de la dimension matérielle que l'on connaît, que l'on expérimente 99,99999% du temps, et bien une autre dimension qui serait celle du tout psychique en fait. C'est pour ça que certains disent qu'on peut créer notre propre réalité et qu'il y a eu des expériences qui ont pu être faites en ce sens. C'est ce qui pousse ces personnes-là à dire qu'on pourrait, oui, effectivement. Alors moi, je ne connais pas toutes les variables qui nous permettent de dire cela. Qu'on pourrait, je n'irai pas jusque-là. Mais en tous les cas, je comprends pourquoi certaines personnes vont jusqu'à poser cette hypothèse-là. Parce qu'effectivement, s'ils ont constaté comme moi des phénomènes qui se produisent et qui ne sont pas censés se produire du tout, voilà, d'un point de vue matériel. Ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que tout est possible et que notre réalité est un espace mental. Voilà, purement mental. Voilà. Où il n'y aurait plus d'espace et de temps en tout. Enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire l'espace et le temps seraient surtout des variables qui nous seraient utiles, nous, à notre ego, à notre moi, pour évoluer, pour faire notre vie telle qu'on est censé la faire, mais qui ne seraient pas, d'un autre point de vue, des vérités absolues. Vous parlez de Triskers et de Diamonds. Un petit mot là-dessus. Oui, alors, c'est cet aspect élusif dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces fameux messages qui s'effacent, ou alors... on a des cas où on a l'impression que ce n'est pas vraiment le défunt qui communique, parce qu'il va y avoir à un moment donné une sorte d'erreur qui est commise. Ou alors, dans le message, 9 détails sur 10 vont être justes, mais il va y avoir un petit détail qui va être dit, qui va poser problème.
Et ça rappelle un petit peu le trickster des mythes et légendes qui était un messager et qui souvent faisait des gaffes. Et dans la philosophie de Carl Jung, notamment, le trickster est un archétype. C'est en fait une composante de notre propre âme. C'est pour ça, tout à l'heure, que je vous évoquais la piste de l'âme pour expliquer ces phénomènes-là. L'âme du monde, vous parlez aussi. De l'âme et de l'âme du monde, en fait, qui sont indissociables, en vérité, dans beaucoup de philosophies, et dont celle de Carl Jung. En fait, on pourrait penser que ces phénomènes sont produits, non pas de manière consciente, que ce soit par les vivants ou par les défunts, mais par leur âme, plutôt. Un autre phénomène qui pourrait aussi être produit par l'âme, et vous le connaissez, puisqu'il revient souvent dans la bouche des témoins qui font l'expérience du paranormal, c'est le cas des fameuses odeurs. Vous savez, les parfums au moment des décès. On a bizarrement quelqu'un qui va être mis au courant que quelque chose de grave se passe dans sa famille, parce qu'il va se mettre à sentir, par exemple, le tabac, la pipe de son père, etc., ou le parfum de sa mère, et juste après, il apprend qu'elle vient d'avoir un accident, qu'elle est décédée. Ça pourrait être un phénomène qui serait produit par l'âme. Alors pourquoi je pense ça ? Parce que moi, j'ai vécu ce phénomène-là, de l'odeur très très bizarre, qui était inexplicable, mais je l'ai vécu en 2014, quelques mois avant le décès de ma grand-mère. Et pourtant, elle allait bien, ma grand-mère. Elle allait même très bien. Mais quelques mois avant, j'étais en train de faire du sport et d'un coup, je me suis mis à sentir un parfum très très fort. Ça sortait de mon corps, véritablement. Plutôt un parfum féminin. Et je me disais, mais c'est quoi ça ? J'étais dans une salle de sport, de muscu, quoi, pour dire les choses. Plutôt de la testostérone. On sent les odeurs, mais on plutôt les de la sent testostérone, il n'y avait pas une femme, il n'y avait que des hommes. Et plutôt de la testostérone. Donc je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Mes copains, je leur fais sentir, ils ne comprennent pas non plus. En rentrant chez moi... Et ils le sentent aussi, les amis ? Oui, ils le sentent aussi. Ah, d'accord. Oui, ça sentait très fort. Je m'arrête chez ma mère en rentrant, et je lui fais sentir. Et elle plaisante, elle dit, mais t'as pas été allé au sport, t'as été voir une copine, quoi. Je fais, non, pas du tout, regarde. Et puis ça sortait de mon corps, de mon corps en vérité. Et j'ai eu cette réflexion de dire à ma mère, maman, appelle ta mère, il y a un problème. Ça vous est venu comme ça ? Tout de suite, ouais, instantanément. Appelle ta mère, il y a un problème. Ma grand-mère avait 77 ans. Ma mère appelle ma grand-mère, ça va. Fatiguée, mais ça va. On trouve bizarre. Or, quelques semaines plus tard, elle va nous faire un malaise. Un gros malaise, et on va lui découvrir une tumeur au cerveau et donc un cancer fulgurant. Elle partira 2 mois plus tard. Donc vous voyez, le phénomène de l'odeur, je l'ai eu avant le décès. Pas pendant, pas après. Et qu'est-ce qui a pu générer ça ? Qu'est-ce qui a pu générer déjà cette odeur ? J'ai un ami, son père recouvrait les cadavres, et il y a une odeur de camphre. Oui, c'est ça, de la mort. Et bien, tellement il avait été habitué à cette odeur-là avec son père qui travaillait dans le métier, qu'il sent, enfin ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, mais il a deviné que... quand il y a quelqu'un qui va partir, il devine avec ça que... 2-3 semaines avant, il sent sur la personne l'odeur du camphre. D'accord. Ça fait flipper. Ouais. Et c'est fou, alors que... Mais ça, c'était avant 2004 ou après 2004, cette histoire ? Non, c'était en 2014, ça. C'était 2014. Oui, donc vous étiez déjà bien... Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a généré le truc ? Oui. C'est pas ma grand-mère consciemment qui m'a signalé par son odeur, vous voyez ce que je veux dire, qu'il y avait un problème. Donc c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient d'une autre entité. Je pense que ça pourrait être l'âme qui produit ça. Et comme ces phénomènes-là pourraient être produits par, non pas une volonté consciente, mais par une sorte d'âme. Mais là, de la part des défunts ou de la part des vivants. C'est l'âme de nous tous ou... Enfin, vous avez dit que c'était lié, ou notre âme individuelle. C'est lié en vérité. Alors, c'est lié en vérité. L'âme individuelle, c'est comme le microcosme, et l'âme du monde, ce serait le macrocosme. Mais ce qui est sûr, c'est que l'âme individuelle aurait un accès privilégié à nos objets, pour se signaler. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour signaler, pour passer des messages. Vous parlez de mémoire akashique dans votre livre, à un moment donné. Oui, j'évoque... Non, mais c'est ça, c'est aussi parce que les mémoires akashiques, c'est l'information du passé, du présent et peut-être même du futur. Oui, j'évoque cette piste-là notamment pour essayer de comprendre peut-être avec qui les médiums sont en contact. Parce qu'effectivement, j'ai testé les meilleurs médiums, parce que moi, dans mon enquête, j'ai cherché à savoir si vraiment les défunts étaient en contact avec les médiums. J'ai testé quelques meilleurs médiums de France, et effectivement, en prenant toutes les précautions, en ne donnant pas mon nom, ces personnes ont bien été capables de me donner le prénom de mon grand-père décédé, par exemple, sans hésitation, voire même sans handicap. Donc je me suis demandé où est-ce qu'ils allaient chercher cette information. Sont-ils en contact avec nos défunts ou bien avec un champ d'information qu'on pourrait appeler les annales akashiques, par exemple ? Et ça, c'est une question que je laisse ouverte puisque je n'ai pas la réponse. Mais à mon avis, c'est relié aussi, et cette problématique-là est reliée aussi à la problématique des coups de fil, à ce qui pourrait générer
ce phénomène des coups de fil de l'auteur. Oui, ça se trouve, c'est la même chose qui génère des coups de fil, comme les informations que reçoivent les médiums. Les défunts. Mais personnellement, je pense que c'est en lien quand même avec notre partie inconsciente, à la fois des vivants, mais également, pourquoi pas, celle des défunts, et c'est-à-dire, pourquoi pas, ce qu'on pourrait appeler l'âme, cette entité devinée, suspectée, existée depuis la nuit des temps, même si on a du mal à la définir. Platon disait, par exemple, que... Merci de nous écouter. Nous espérons que cet extrait vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.